Et pour finir sur cette première journée du rendez-vous des décideurs IT, je vous propose de prendre un petit peu de recul sur l'implémentation d'une solution de Modern Workspace. Un recul que nous allons prendre avec Patricia Heim, directrice service chez Bechley-Comsoft. Bonjour Patricia Heim. Bonjour Nicolas. Alors il ne suffit pas Patricia de dire que l'on bascule en télétravail ou que l'on entre dans une ère de travail hybride. Intervient ensuite la réflexion sur le comment faire. On doit généralement faire coïncider l'existant avec le futur du travail. Et c'est dans ces cas-là que vous intervenez avec un conseil adapté, effectivement, parce qu'il faut discuter avec les entreprises, trouver les meilleures solutions et les conseiller, les accompagner dans ces démarches. Et donc, c'est ça qu'on va voir ensemble. Un conseil qui est tourné vers les solutions Microsoft 365, essentiellement. Première question, Patricia, quelles sont les craintes ou les questions qui reviennent le plus souvent lorsque l'on s'adresse à vous? Et d'ailleurs, je remets en contexte, on est quand même, après 1 an et demi de moments assez particuliers pour les entreprises. Il y a eu l'urgence à gérer, on a mis tout le monde en télétravail. Maintenant, on se pose la question de la suite. Comment est-ce qu'on organise ce mode de travail hybride? Quelles craintes, quelles questions lorsque votre téléphone sonne ou lorsque vous échangez en visio ou physiquement avec vos clients? Alors, on a des clients qui ont, je dirais, eu des contraintes très fortes dues à cette pandémie. Et ce qu'ils ont souvent dit, c'est qu'ils ont regretté de ne pas avoir suffisamment anticipé la situation. Okay. Pour des raisons diverses. Depuis les 2 dernières années, on voyait arriver une accélération très très forte de ces nouveaux modes de travail. Et en fait, ils se sont posé des questions en se disant mais nos infras ne sont pas prêtes, les coûts n'ont pas été anticipés, combien de temps ça va nous prendre pour faire cette mise en place. Donc heureusement, les solutions de Microsoft sont extrêmement souples et agiles, comme vous l'avez entendu depuis ce matin. Et quid des solutions déjà en place? Parce qu'effectivement, il y a de la cohabitation. Il y a parfois Skype qui est installé, il y a parfois d'autres solutions. Et pour le coup, l'entreprise doit les challenger et voir par quoi elle veut les remplacer, etc. Donc la bonne stratégie également pour emmener les collaborateurs dans cette transformation est très très importante. Donc comment on va s'y prendre, quelle conduite du changement on va apporter. Ça c'est des questionnements qui sont ceux que les entreprises ont aujourd'hui ou qu'elles ont eu à l'époque. Là, en fait, elles vous disent aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, tout à fait. On regarde un petit peu comment ça s'est passé sur l'année et on regrette de ne pas avoir été suffisamment préparé à l'époque. Absolument, exactement. C'est amusant parce que finalement, quand on parle de cette période qui a eu lieu, on parle d'accélération des usages, mais en se disant qu'il y avait des questionnements qui étaient déjà présents au sein des entreprises. Mais questionnement ne veut pas dire être prêt. Dans toutes les entreprises, en fait. Sûr. Depuis ce matin, on a entendu parler, il y a différents types d'entreprises, grands comptes, des entreprises plus PME, etc. Et certaines entreprises n'avaient rien anticipé du tout. N'avaient rien accéléré, étaient toujours en on-premise, n'avaient pas encore fait le basculement. Donc pour ces entreprises-là, le challenge a été d'autant plus compliqué. Et donc là, il a fallu gérer l'urgence dans un premier temps et ensuite, effectivement, là, se poser la question de savoir... Oui, pardon. La DSI a une forte pression parce qu'ils ont le risque de l'échec, ils ont la demande de l'utilisateur qui est habitué d'un point de vue personnel à utiliser déjà beaucoup d'outils. Et donc à partir de ce moment-là, ils ont une forte pression. Donc ils doivent s'organiser rapidement. La gouvernance est un vrai sujet, donc on va en parler tout à l'heure. Un sujet d'organisation, que les choses ne soient pas trop complexes, qu'il n'y ait pas un bazar entre guillemets dans l'organisation par rapport aux utilisateurs, aux groupes qui ont été créés dans Teams par exemple. Il faut vraiment mettre en place ça. Et c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a des utilisateurs qui parfois ont activé le service eux-mêmes, qui commencent à travailler dans la solution avant que la TSI ne soit prête. Donc finalement, vous êtes en contact avec des gens qui ont géré l'urgence et qui ne sont pas forcément démunis puisque l'activité continue, mais qui se disent, maintenant, comment est-ce que je construis ça de manière pérenne? Absolument. C'est exactement ça. C'est-à-dire l'idée, c'est de mettre en œuvre la solution pour qu'elle soit optimale pour l'entreprise, qu'elle soit la plus efficace possible, qu'elle permette le plus de productivité possible et le moins de ralentissement côté des utilisateurs. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Du coup, là, on a le constat, c'est on veut quelque chose de pérenne. Ensuite, on va commencer une mission de consulting quelque part. Voilà. Finalement, on va regarder un petit peu l'existant, on va faire, j'imagine, formuler un certain nombre de conseils. Comment ça va fonctionner au sein d'une entreprise? Et d'ailleurs, vous nous le direz si c'est la même chose selon la taille de l'entreprise ou l'activité de l'entreprise. Absolument.
Absolument. Donc en fait, quand le client nous appelle avec les éléments dont on vient de discuter, nous, ce qu'on leur conseille, c'est de faire d'abord, de réaliser un recueil des besoins. Donc on va leur proposer de démarrer une mission. Cette mission, on va proposer des interviews dans un premier temps. Ce recueil des besoins, le client, quand il vient vers nous, il a déjà une idée de ce qu'il voudrait faire. Donc il sait quand même là où il veut aller. Il sait où il veut aller. Nous, ce qu'on essaie de lui dire, c'est qu'il n'a peut-être pas suffisamment remonté aux besoins réels. D'accord. Okay. Et pour ça, il faut recadrer et il faut réaliser donc, un certain nombre d'interviews avec les métiers. On parlait tout à l'heure des métiers, c'est très important, pour ne pas qu'il aille dans la mauvaise direction. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu le fonctionnement effectivement de cette analyse. Juste avant, quelle différence entre besoin et besoin réel ? C'est du coup l'entreprise, quel est le niveau de granularité entre les deux? C'est que vous lui dites, non, finalement, votre besoin, c'est pas une solution de visioconférence, c'est une solution de collaboration, par exemple, ou c'est Par exemple, tout à fait. Donc, en fait, il a différents types de métiers dans son entreprise, avec par exemple des personnes qui sont sur le terrain, des personnes qui ont besoin d'une grande mobilité, d'autres personnes qui sont par contre sur des sites de production, donc qui n'ont pas les mêmes besoins. D'accord. Il ne peut pas considérer que l'adoption sera la même selon les groupes d'utilisateurs et les besoins technologiques, les besoins des solutions en tant que telles. Par exemple, les gens de la production ne vont pas organiser des meetings. Bien sûr. De la même manière, voilà. Et par contre, ils vont participer, ils doivent, je dirais, savoir comment se connecter, etc. et comment participer, comment intervenir. Donc, il est important d'aller vérifier donc, les besoins réels, on comprend mieux, plutôt que les besoins perçus par la personne qui veut mettre en place ces solutions. Donc, ça passe par des interviews. Voilà. Donc, quand on démarre un projet, on demande à ce qu'il y ait autour de la table, bien sûr, les personnes de la DSI, le responsable des postes de travail et les représentants des différents métiers. D'accord. Très important d'avoir ces discussions groupées, d'où sort généralement le vrai besoin. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait systématiquement au démarrage de nos missions. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de comprendre les prérequis de l'entreprise et ça va nous permettre de comprendre les axes pour nous. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette mission précisément ? Parce qu'il y a une trame qui existe, qui est générale, mais on l'adapte et on la personnalise à chaque entreprise. Ça, c'est très important. C'est d'écouter le client et vraiment de cadrer à son besoin précis. Il n'est pas le même. Et alors, est-ce que vous voyez une différence entre les conclusions que vous pouvez avoir, vous, en disant votre besoin, c'est ça et c'est vers ça qu'il faudrait aller, et ce que l'entreprise avait identifié au départ et ce pourquoi elle est venue vous voir ? Parfois. Oui, parfois. Parfois, il y a des différences, en effet, et parfois, on les amène à mieux utiliser la solution, à mieux la déployer, voilà, tout simplement. On l'oriente, on va cadrer sur les thématiques qui ont été identifiées et on va faire des propositions ensuite par rapport à ces thématiques que nous on a vues pour que lui donne son accord ou pas, parce que selon le cas, il y a des questionnements de budget aussi souvent. Et quand le budget est là, je dirais que parfois il faut que nous on cisèle un petit peu notre proposition pour que ça cadre à la fois à son besoin et aussi à son budget. Donc audit, proposition chiffrée. Oui. Et là, la prochaine question, c'est directement, effectivement, comment est-ce que je vais intégrer ça ? Et là, la question qui arrive, c'est la notion de coût. C'est vrai que on parle beaucoup d'usage depuis ce matin, on parle beaucoup de réfléchir au monde de demain, au lieu de travail de demain, je parle de lieu virtuel. C'est vrai qu'il y a un moment, les DSI qui nous regardent ou les managers IT qui nous regardent, ils ont un budget, comme tout le monde, à gérer, et une stratégie à défendre auprès de la direction. Donc là, il y a cette notion de coût qui intervient juste après. Absolument, parce qu'effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a la notion des coûts, effectivement, qui vont être les coûts à la fois de mise en place des solutions, les coûts de formation des utilisateurs finaux, les coûts, je dirais, liés à l'adoption, au parcours d'adoption qu'on va faire suivre aux différents métiers. Et il y a également quelque chose qui est très très important, c'est le ROI que le DSI va en tirer. Il faut justifier le coût. Absolument. Donc ce qui est très important, nous, c'est ce qu'on fait dans nos missions, c'est qu'on essaie de dégager le retour sur investissement qu'il va avoir derrière. On effectue des calculs sur les coûts d'investissement, effectivement, pour pouvoir déployer et utiliser les outils, je dirais, de manière optimale. Et en parallèle de ça, le ROI qui va en découler. Et on va calculer quoi ? L'efficacité des collaborateurs, par exemple, ou le nombre de projets qu'on peut gérer en plus avec les solutions proposées Le gain de temps, et puis également le coût d'économie des solutions qui vont être
mises de côté, qui ne sont plus nécessaires. Oui, c'est sûr qu'il y a effectivement, on arrive où il y a un existant dans ces entreprises. Donc en fait, vous arrivez avec une nouvelle solution, ou en tout cas une nouvelle organisation des solutions utilisées. Absolument, oui. Donc dans ces cas-là, effectivement, on prend en compte également ce coût qui est récurrent dans les entreprises, par exemple la maintenance des autres outils qu'il a en place, et on va faire un ratio sur le ROI. Alors, une question que je me posais un petit peu tout à l'heure, il y a une phase d'audit, très bien. Est-ce que cette phase d'audit et d'analyse qui débouche sur des propositions, elle se fait de la même manière quand on a 10 collaborateurs, quand on a 100 collaborateurs, quand on a 1000 collaborateurs? Et est-ce que du coup, les propositions derrière, est-ce qu'il y a un lien entre la taille de l'entreprise et les propositions qui vont être formulées ou pas du tout? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on voit en effet. Donc dans les organisations, je dirais de taille moyenne, on va dire entre, je sais pas, 50 et 400 utilisateurs. En règle générale, l'accompagnement qu'on doit faire est beaucoup plus important. D'accord. Les ressources à la DSI ne sont pas les mêmes. Et dans ces cas-là, effectivement, le client a vraiment besoin d'une solution clé en main avec un accompagnement global. Dès qu'on arrive sur des envergures de mission plus intéressantes, plus importante, pas plus intéressante. On doit mieux comprendre le fonctionnement de l'organisation, mais surtout on doit tenir compte des investissements qui ont déjà été mis en place. D'accord. Et on doit plutôt... Voilà, on peut pas repartir d'une page blanche. Non, absolument. On doit plutôt essayer d'aller regarder là où il y a des manques dans l'entreprise, dans les processus par exemple, dans l'efficacité de certaines parties de l'organisation, et on va aller vraiment tailler notre proposition en fonction du besoin réel. Donc effectivement, le besoin est très différent selon la taille de l'entreprise. Selon la taille de l'entreprise. Oui, absolument. Ensuite, du coup, il y a des discussions de coûts. Bon, j'imagine qu'à un moment, quand même, on arrive à se mettre d'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite, du coup? Proposition faite, la discussion s'arrête là, ou c'est quoi la prochaine étape? Alors, en règle générale, quand on fait une proposition, elle donne lieu à des discussions dans l'entreprise. D'accord. Parce qu'ils sont parfois surpris, nos clients, de ce qu'on leur propose. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment différent de ce qu'ils avaient pu avoir anticipé. Régulièrement. Donc ils reviennent vers nous, ils nous disent « Ah oui, mais ça, on n'avait pas pensé, c'est super intéressant. On voudrait effectivement y aller, vous avez raison. » Vous avez des exemples peut-être de propositions, alors c'est un peu à vif comme ça, mais de propositions auxquelles une entreprise n'aurait pas du tout pensé sans par exemple, on construit des accompagnements vie ma vie. C'est-à-dire, on va prendre vraiment la journée type d'un collaborateur, par exemple au marketing, et on va regarder toutes les tâches qu'il a à faire dans la journée. D'accord. Ça peut être aussi quelqu'un du juridique. Et on va regarder comment l'outil collaboratif va s'intégrer et va lui permettre de lier toutes ces tâches et de devenir beaucoup plus efficace. Et ça intéresse beaucoup les DSI parce que ces deux outils, c'est des outils qui permettent de convaincre la direction générale. Et ça va être des outils également qui vont permettre d'aider les utilisateurs à comprendre en quoi la solution va les accompagner au quotidien. D'accord, donc là c'est dans la phase de discussion du coup avec l'entreprise pour leur faire comprendre pourquoi ces propositions sont arrivées et dans cette phase de discussion, parce que les entreprises peuvent parfois être surprises et donc du coup on leur fait comprendre concrètement cette solution, c'est pas sorti de nulle part, c'est parce qu'on en a besoin à telle étape, à telle étape, à telle étape de tel collaborateur, mais aussi de tel autre collaborateur. Absolument, voilà. Donc ça permet de cadrer en fait tout simplement, de donner une piste, un chemin au client et de l'amener vers de l'efficacité. Voilà, tout simplement. C'est très simple. En même temps, quand on le fait, c'est quand même bien sûr beaucoup plus complexe que ça. Bien sûr. Donc il y a les discustions qui il y a des discussions. On arrive à convaincre l'entreprise peut-être à un moment quand même. Voilà, bien sûr. Dans beaucoup de cas, bien sûr, on arrive à convaincre. Ce qui est important, c'est de leur montrer aussi si, par exemple, ils font l'impasse sur quelque chose qui est très important. Là, dans ces cas-là, on va s'appuyer sur notre expertise. D'accord. L'expertise des consultants, qui va montrer en quoi il ne faut pas faire l'impasse sur tel ou tel sujet. Et donc ça, c'est parce que vous l'avez vu au sein d'autres entreprises ou parce que vous avez la connaissance du marché qui fait que il vaut mieux aller sur tel ou tel sujet? Il y a des sujets comme ça qui sont où il y a des impasses qui sont faites et où vous avez besoin de revenir de manière récurrente en disant attention, il faut quand même prendre ceci ou ceci en compte? Oui, il y a des sujets. Alors après, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête immédiatement, mais oui, il y a des sujets importants. Par exemple, les grands événements. L'outil n'est souvent pas perçu pour être utilisé pour faire des grands lives. Bien sûr. Aujourd'hui. Oui, je comprends. Et des événements qui peuvent être organisés avec une échelle importante ont besoin comme ça d'avoir des
Le client a besoin de recevoir un petit peu des inputs par rapport à comment ça se passe, est-ce que c'est pertinent, comment je vais faire de la publicité en interne sur mon événement par exemple, et tout ça grâce à Teams. D'accord, donc oui, effectivement des événements qui sont plus ponctuels, donc des événements de l'entreprise qui sont plus ponctuels, où il faut quand même donc expliquer un petit peu comment tenir des visioconférences en fait, avec plein de monde autour de la table. Ensuite, il y a, j'imagine, la phase d'implémentation de la solution. Oui, tout à fait. Alors la phase d'implémentation, je dirais d'une manière générale, nous on ne va pas gérer l'aspect purement technique. De migration, par exemple. Bien sûr. On ne va pas aider le client, on va s'appuyer sur notre réseau de partenaires pour aider le client à migrer sa messagerie, s'il n'est pas encore sur Exchange, par exemple. On ne va pas gérer cette partie-là. Nous, on va vraiment gérer l'adoption de la solution. Donc, l'implémentation, elle est simple, en règle générale. Ce n'est pas très complexe de mettre en œuvre les solutions de Microsoft. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de prendre en considération les informations, par exemple, comme la gouvernance des données. D'accord. La gouvernance des données, c'est très important. Comment le client va gérer ses données? Donc, bien sûr, il va s'appuyer sur SharePoint. Il va travailler sur l'organisation de ses données, qu'elles soient, je dirais, bien organisées. Et ça, c'est très, très compliqué à faire. Ça ne se fait pas uniquement au niveau de l'IT, ça se fait au niveau de tout le circuit de l'information dans l'entreprise. Et souvent, le DSI n'a pas bien pris ça en considération. Il n'a pas pensé que l'information, la manière dont elle circule dans l'entreprise, par exemple, il faut protéger les données, qu'elles ne sortent pas à l'extérieur. Bien sûr. Il y a toute cette notion-là de sécurité dont vous avez beaucoup parlé aujourd'hui. Non, mais je pense que c'est effectivement, il faut qu'on en reparle aussi, parce que j'allais justement vous demander si j'aurais imaginé que le sujet sécurité était un des premiers sujets mis en avant par les entreprises. Là, ce que vous nous dites, c'est que pas toujours finalement. C'est peut-être on pense plus usage et la sécurité. Alors, la sécurité est un sujet majeur. Mais ce n'est pas toujours le premier que le client va mettre en œuvre quand on va parler de cette solution de Teams. Pourquoi? Parce que déjà, je dirais, la sécurité by Microsoft, elle fonctionne très bien. Donc il y a une sorte d'effet un peu confiance où on se dit, bon, c'est bon, ça doit être sécurisé. Voilà, c'est ça. Le client met en œuvre parfois tous les outils de sécurité de Microsoft en même temps que la solution 365, mais pas toujours. D'accord. Donc nous, on est là aussi pour lui montrer que, attention, ces données doivent être protégées, ces données doivent être sauvegardées de la même manière pour pouvoir, je dirais, les récupérer facilement. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de solutions chez Microsoft pour ça, ou éventuellement des solutions partenaires, pour être sûr qu'ils sauvegardent tout. Voilà. Vous avez évoqué ce sujet de l'adoption. Oui. Du coup, un sujet phare. Donc, quand on propose et quand on recommande une solution et une organisation de solution, il faut s'assurer derrière en fait que ce qu'on a imaginé pour les collaborateurs de l'entreprise est réellement utilisé par les collaborateurs de l'entreprise. On va jusque-là, en fait, on va jusqu'à vérifier que ça fonctionne et que c'est utilisé. Oui, le coût est là quand même pour les entreprises. Bien sûr. Donc, en effet, pour plusieurs raisons. L'outil est souvent, nous ce qu'on constate souvent quand un client vient vers nous, c'est que l'outil est utilisé pour des conversations, on va dire des chats. Bien sûr. Pour la téléphonie, pour s'appeler entre collègues ou avec des clients, mais n'est pas toujours utilisé au niveau collaboratif. Donc cette partie-là, elle est très importante. Comment adopter la solution pour ne plus envoyer des centaines de mails ping-pong, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, on s'envoie des mails, je te renvoie un mail, je rajoute la pièce jointe modifiée, etc. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'arrêter ça, d'arrêter l'hémorragie des mails et de pouvoir concentrer dans l'outil la collaboration avec la modification des fichiers, pouvoir retrouver les différentes versions de fichiers qui ont été faites pour, je dirais, s'assurer que les modifications sont bonnes. Bien sûr. Que tout le monde puisse facilement, par exemple quelqu'un qui est en déplacement, puisse facilement récupérer la dernière version si par exemple celle qu'il a avec lui n'est pas la bonne. Il a une version antérieure qui n'est pas corrigée. Teams va lui permettre de récupérer la dernière version qui est bonne pour son client, qui a été mise à jour et qui est juste. D'accord. Donc c'est très important. Donc arriver à adopter cet outil par la gestion documentaire, donc ça c'est un point. Arriver à adopter l'outil par la gestion, je dirais, des groupes de travail.
entre collaborateurs. Donc nous, par exemple, on a créé différents groupes. On a, par exemple, le groupe service avec mon équipe, dans laquelle on va gérer un certain nombre de choses, de progression des différentes personnes dans leur travail et collaboratif. Donc chacun peut aller voir ce qui a été fait, mis à jour dans le système, sans avoir besoin d'un partage de données ailleurs. Vous parlez de groupes de travail. Est-ce qu'on va personnaliser les solutions en fonction, je ne sais pas moi, de différents profils d'utilisateurs, différents niveaux de hiérarchie ou autres ? Oui, absolument. Ça fait partie de la gouvernance. Ça fait partie de la gouvernance. Oui, c'est un grand sujet. C'est de mettre en œuvre une personnalisation adaptée à chaque métier, pour chaque groupe de travail, mais qu'elle soit vivante. C'est-à-dire que vous avez des groupes de travail qui sont créés pour une certaine période. Sur un projet, par exemple, de 6 mois. Qu'est-ce qui devient ensuite ce groupe ? Il ne peut pas rester vivant, il n'est plus utilisé, il faut qu'il soit archivé à un moment donné. Donc effectivement, ces groupes sont personnalisés. Ils vont être, on va intégrer dedans les personnes responsables du projet. On va aussi mettre à disposition de certains utilisateurs des outils annexes. Par exemple, on va pouvoir travailler, je sais qu'on en a parlé ce matin, avec un outil d'animation, par exemple avec Klaxoon, qu'on va intégrer dans la solution, qui va être utilisé pour un projet, pour un groupe de travail pendant 6 mois, pour faire du brainstorming dans l'équipe, pour permettre que, je dirais, toutes les nouvelles idées soient bien organisées, bien utilisées. Et cet outil-là, ensuite, ils n'en ont plus besoin, par exemple. Donc, effectivement, on peut personnaliser, on peut utiliser des outils compagnons. Et l'idée, c'est d'aider la DSI à organiser tout ça par rapport aux besoins de chacun. C'est ça, parce que c'est finalement la DSI ensuite qui gère quand même cette mise en place. Vous nous l'avez dit rapidement, la mise en place justement des solutions Microsoft, donc M365, ça prend combien de temps pour une entreprise ? Là encore, ça dépend de la taille de l'entreprise ? Oui, ça dépend de la taille de l'entreprise. Bon, c'est rapide. Le service en lui-même, il peut être ouvert en quelques jours. Bien sûr. C'est très rapide. Mettre à disposition les bons services aux utilisateurs. Quand on a eu le Covid, bien évidemment, on a mis à disposition immédiatement Teams, etc. Mais on n'a pas forcément fait attention que certains services ne sont pas autorisés, par exemple. Si on a pris un plan qui est sans téléphonie, et que vous mettez à disposition de la téléphonie, ça va poser un problème à l'entreprise. Bien sûr, complètement. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire attention. C'est-à-dire il faut que pour chaque métier soit mis à disposition le bon service, et c'est ça qui demande un peu d'organisation. Ensuite, la mise en place en elle-même, elle est rapide. Ce qui peut être plus long, c'est l'adoption et la bonne utilisation. On est nous-mêmes en train de petit à petit, encore plus utiliser l'outil à des fins collaboratives. Donc du coup, vous pouvez encore plus le conseiller oui, bien sûr, aux entreprises. Bien sûr. On a des questions des internautes qui nous arrivent. Moi, j'ai une autre question, mais peut-être juste avant, sur la phase en fait d'accompagnement et de conseil. Du coup, là, on a abordé toutes les grandes phases de dialogue que vous avez avec l'entreprise ? Alors, on n'a pas, c'est vrai qu'on n'a pas tout abordé absolument, mais ce qui est important, c'est que la personne à qui on s'adresse, le DSI à qui on s'adresse, souvent, n'est pas tellement conscient de l'impact financier qu'il y a derrière cette adoption. Donc cet impact-là, il doit être pris en considération. Il n'est pas forcément énorme, mais souvent quand même on a une surprise. On se dit mince, voilà, je ne pensais pas qu'on avait des frais aussi importants pour former par exemple les personnes, etc. Encore une fois, tout dépend de l'entreprise, de la taille. Ce qui est important aussi pour moi, pour chaque entreprise, c'est l'image qu'on a vers l'extérieur. Parce que quand on est moderne, l'image qu'on a envers, par exemple, ses clients, elle est beaucoup plus valorisée. Bien sûr. Si on utilise des outils qui sont un peu, je dirais, historiques. Pour ne pas utiliser un... Non, mais bien sûr, il y a effectivement, c'est un argument, je pense, de modernité et donc de marque employeur de l'entreprise. Oui, l'image est un argument très important. Oui, tout à fait. Vous parliez de finances, il y a eu une réaction, je ne crois pas que ce soit une question, c'est une réaction de Mohamed qui nous dit le budget DSI est généralement de 9% du budget global de l'entreprise. Pour cela, la plupart des gestionnaires se tournent vers des solutions open source et préfèrent focaliser leurs ressources sur l'automatisation des processus pour gagner en productivité et en
rendement. Alors, ce n'est pas une question, c'est une réaction comme ça, à chaud de Mohamed. Alors, il y a une deuxième question de Mohamed, mais je ne sais pas si c'est en lien forcément, je la lis également. Quelle serait la solution la plus appropriée développée pour une solution de gestion sur mesure en interne, en mettant en place une cellule de développement ou bien faire appel à des prestataires, achat d'une solution standard ou sous-traiter le développement? Peut-être une réaction sur peut-être déjà la première réaction de Mohamed, plus sur la gestion des coûts. Oui, aujourd'hui, les coûts de la DSI, on demande aux DSI en général de les diminuer. D'accord. C'est ce que je vois moi dans toutes les entreprises. Avant, les coûts étaient, je pense, plutôt de l'ordre de 12%. Petit à petit, on demande aux entreprises de les diminuer. Alors même qu'on repose de plus en plus sur elles aujourd'hui. C'est ça. Alors, diminuer les coûts, en effet, ça a des conséquences, c'est que les projets peuvent être ralentis. En revanche, il y a des arguments qui sont la mesure de la productivité des utilisateurs qu'il faut prendre en compte. Parce que c'est un ROI global. Il ne va plus y avoir beaucoup de demandes de support, par exemple. La solution va fonctionner tout le temps. Donc, il y aura beaucoup moins de demandes de support. Il n'y aura plus d'hétérogénéité des versions. Donc, ça compte. Les conflits, par exemple, dans les fichiers, dans certains fichiers Excel, par exemple. Bien sûr, oui. On voit des conflits quand les versions ne sont pas les mêmes. Au niveau des macros, également. Donc, on aura une homogénéisation, et on aura une facilité de gestion qui va créer moins d'appels à la DSI. Donc souvent, moi j'ai eu des DSI qui m'ont dit « Ah mais alors du coup, les personnes vont être moins occupées, comment je vais faire avec mes collaborateurs ?» Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donc il y a une adaptation également pour les équipes de DSI pour trouver, je dirais, d'autres projets sur lesquels ils peuvent travailler quand on parle de cloud. Quand on parle de cloud, quand on parle de 365, quand on parle d'Azure, c'est le même sujet. J'ai souvent entendu ça dans les collectivités locales. Et alors, il y a une question qu'on peut se poser également, c'est une entreprise vient vous voir à un instant T. Elle vous demande du coup une ou des propositions par rapport à un existant. Vous formulez ces propositions par rapport à cet existant, mais vous formulez ces propositions pour l'avenir. Et ensuite, il y a des solutions qui sont mises en place pour l'avenir. Sauf que l'entreprise, dans un an, sera plus la même que l'entreprise aujourd'hui. Comment est-ce qu'on prend ça en compte dans les recommandations de propositions, les recommandations de solutions qu'on fait? Oui, c'est très important de comprendre la stratégie de l'entreprise à l'instant où on rentre en contact avec elle. On pose toujours des questions. Donc, effectivement, il peut y avoir, par exemple, une fusion, une acquisition de sociétés. Il peut y avoir un nouveau bureau qui se déploie en Pologne, par exemple, ou même ailleurs, dans un autre continent. Et il faut qu'il y ait beaucoup de souplesse. Et la souplesse, elle est vraiment apportée par ces solutions, puisqu'on peut demain déployer tout à fait une nouvelle équipe en quelques minutes. Bien sûr. C'est très rapide. Donc, c'est l'avantage. Voilà. Après, nous, on est en capacité à accompagner les clients une fois que le projet est fait, que la solution est déployée, que l'adoption des utilisateurs a été faite. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a tous les jours des nouveautés. Et on est là, nous, pour aider aussi nos clients à appréhender les nouveautés. Les nouveautés de la solution, du coup. Oui, dans Teams, il y a des nouvelles fonctionnalités tous les mois, même quelquefois 2 ou 3 fois par mois. Là, on a Viva, par exemple, qui arrive, qui est une nouvelle approche de Microsoft concernant la collaboration. Et c'est très important pour nous de pouvoir aider nos clients aussi à appréhender ces nouveautés. Donc, ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est toujours un circuit continu. Donc, on va leur proposer régulièrement une immersion pour découvrir des nouveautés, les informer. C'est notre rôle, voilà, de les accompagner. Eh bien, merci beaucoup, Patricia Heim. Peut-être un petit mot pour conclure sur ces missions de consulting. C'est vrai qu'on est quand même assez heureux d'avoir, quand on a une entreprise, d'avoir de l'accompagnement, alors que on est en train de rebattre toutes les cartes finalement de notre organisation et du mode de travail et du lieu de travail hybride. Peut-être un petit mot de conclusion. Un mot de conclusion, on est heureux, on appréhende pas tant que ça, puisque finalement, ces solutions nous apportent beaucoup de bénéfices. Nous, ce qu'on souhaite, c'est montrer au DSI
les gains de temps, le fait qu'il aura une infrastructure moins lourde à gérer, l'accélération de la productivité, les améliorations permanentes des fonctionnalités qui vont se faire automatiquement. Il n'aura plus à faire de mise à jour très lourde. Moi, j'ai vu en entreprise, dans une grande banque où je travaillais auparavant, 2 ans pour arriver à modifier une version sur les postes de travail. Ça, c'est plus envisageable aujourd'hui. Oui, bien sûr. Terminé. Les améliorations, elles arrivent, on les voit tous les jours au quotidien quand on allume nos postes. Et pour le coup, c'est ça qu'il faut voir. C'est le côté positif, en fait, de ce cloud, qui a certains coûts de mise en place, mais qui apporte vraiment, pour moi, une rentabilisation rapide de ce qui a été investi au démarrage. Voilà ce que je pourrais vous dire. Merci beaucoup, Patricia Heim. Patricia Heim, je rappelle que vous êtes directrice service chez Bechley Comsoft. Merci beaucoup, Nicolas. Et merci à vous d'avoir suivi cet entretien, le dernier de la première journée du rendez-vous des décideurs IT 2021. Je vous donne rendez-vous du coup dès demain matin à 11h. 11h pour une journée qui sera, elle, intégralement dédiée au modern meeting. Et donc, on va parler solutions, mais également équipement, où on va parler état d'esprit, différentes approches du moderne meeting et des façons de se réunir. Rendez-vous donc pour commencer demain à 11h avec une première table ronde sur le sujet comment adapter les réunions et le travail collaboratif avec l'environnement de travail hybride. À demain.